Forums économiques, forums d'affaires, échanges diplomatiques ou militaires entre pays d'Afrique. Voilà quelques liaisons relevées entre des États de l'Afrique orientale et australe, ceux de la communauté d'Afrique de l'Est entre des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Union du Maghreb arabe et ceux de la communauté des États sahélo-sahariens, des relations de coopération multilatérales entretenues au sein de l'Union africaine en même temps que des relations de coopération bilatérales entre deux nations. Seulement laisse à désirer les fruits de certains rapports qui ne pèsent pas assez de l'avis des analystes. Selon ces derniers, les pays africains sont bien plus séduits par les pays du Nord avec qui les échanges sont plus considérables. La coopération Sud-Sud, appelée de tous vœux par les Nations Unies, qui ont dédié la journée du 12 septembre à elle aussi dans cette lancée ses préférences. La Chine prime avec des volumes d'échanges battant toute concurrence, plus de 283 milliards de dollars en 2023. Et comment comprendre ce déséquilibre parlant de la coopération entre pays du Sud? Pourquoi les pays africains n'optent pas prioritairement pour une relation de coopération sud-sud entre eux? Quelles opportunités s'offrent à eux dans ce cadre et comment faire pour relever la pente des progrès accomplis? Tout de même, Twilight vous apporte des lumières sur la coopération sud-sud ce soir. Bonsoir et bienvenue. Le panel d'intelligence fleuri et aguerri convoqué vous attend bel et bien déjà en ligne et en présentiel. Une pause et on se retrouve bien installé. Docteur Thomas Dakin-Mbida, PhD en droit public, chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, rattaché au département de droit international et communautaire, est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir chers panélistes. Merci de nous accueillir sur votre plateau. Autre docteur sur ce plateau, docteur Pienka, politologue, option études internationales et stratégiques. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce soir. Hyacinthe Bambo est le président fondateur de l'université multinationale d'Ambam. C'est dans la région du Sud Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette. Je voudrais juste préciser que l'université multinationale d'Ambam, c'est pas seulement la région du Sud. D'ailleurs, j'y reviendrai au cours de cette émission. Voilà un exemple de coopération Sud-Sud dans le secteur de l'éducation. Parce que l'université multinationale d'Ambam, c'est un réseau transfrontalier de grandes écoles relevant de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Alors, au niveau du Cameroun... On va y arriver. Voilà. Juste le temps de signaler que vous avez aussi été maire de la commune d'Ambam. On aura également sur ce plateau Jean-Daniel Obama, il est journaliste et promoteur du journal et site internet Afrique Green Echo. Il sera en ligne avec nous dans quelques instants. Le temps d'abord de camper le sujet coopération Sud-Sud, une alternative salvatrice. Eh bien, docteur Pienka, je vous accueille sur la question. Quand on parle de coopération Sud-Sud, on parle de quoi? Sans verser dans la trajectoire historique, il faut dire que la coopération Sud-Sud, c'est une sorte de regroupement d'États. On remonte cela à 1978 avec les accords ou une convention à Buenos Aires qui a posé véritablement les questions de développement au centre de la table. Et on s'est dit il faut le faire désormais entre des États ayant plus ou moins le même niveau de développement, les mêmes besoins. Et à chaque fois, les Nations Unies ont adoubé cette nouvelle forme
et ils l'ont accolé généralement à l'agenda mondial. Et c'est pourquoi vous allez voir toute la documentation qui y va. C'est en fonction des objectifs onusiens qu'on parvient à parler également de coopération sud-sud. La question également aujourd'hui, c'est cette disparité au sein de ce sud. Le sud, de plus en plus, coopération sud-sud est questionnable, critiquée et souvent aussi encensée par le fait qu'au sein de ce sud, on a un géant mondial, vous l'avez dit en introduction, la Chine, qui se présente comme le défenseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global. Ce travail historique est aujourd'hui confronté à beaucoup de réalités parce que les objectifs, si on veut rester dans l'actualité, les objectifs du développement durable sont les plus à même. C'est là-dessus que les Nations Unies jugent à un moment donné les avancées ou bien les reculades qui peuvent exister. Et il faut peut-être pour sortir dire que si la coopération sud-sud existe, c'est parce que peut-être on a contesté une autre coopération qui existait pendant longtemps, c'est la coopération nord-sud, le nord étant pris comme l'Europe, les États-Unis et toutes les logiques qui vont avec le capitalisme et son pendant démocratique qui n'est pas toujours la règle entre le sud global, le sud entre pays africains, le sud entre pays en développement. C'est tout le challenge et je crois que de manière sommaire, c'est ce que je peux verser sur la table du débat. Dr Thomas Daka Mbida, PhD en droit public, chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2. Quelles sont les implications de la coopération sud-sud et de manière précise qui en sont concernés? Tout en rejoignant le docteur Nka sur son intervention, il faut dire que la coopération sud-sud est assez diversifiée. Diversifiée en termes d'abord de domaines. En termes de domaines, c'est presque tous les domaines qui sont concernés. Et que ce soit la santé, l'éducation, l'agriculture, les technologies, la culture, tous ces domaines sont concernés. Diversifiée parce qu'elle fait également intervenir plusieurs acteurs. Nous avons une coopération interétatique qui est quelque peu valorisée aujourd'hui avec la Chine. Au niveau africain, il y a une coopération inter-État au niveau africain, une coopération inter-État en dehors de l'Afrique, mais avec les pays africains, mais également une coopération multilatérale qui s'entretient autour des organisations internationales de coopération ou d'intégration. Le cas de l'Union africaine, le cas du G77 plus la Chine, qui est également une plateforme qui essaie de valoriser les relations sud-sud. Donc, c'est dit qu'en termes d'implication, elle implique d'abord que, premièrement, nous ayons une kyrielle d'acteurs qui vont intervenir dans un ensemble de domaines afin justement d'apporter des réponses aux questions de développement que ne peut aujourd'hui apporter de manière concrète la coopération nord-sud. Deuxième chose, c'est que en termes de volume d'activité, bien que cette coopération sud-sud soit encore embryonnaire, malgré le fait qu'elle ait commencé en 1978, comme le soulignait tantôt le docteur Nka, elle est encore confrontée à un ensemble de problèmes. C'est fort de cela qu'aujourd'hui, la Chine essaie de se positionner avec la Russie comme des acteurs privilégiés des États du Sud, afin de rehausser justement le niveau de cette coopération et tirer le meilleur avantage de cette dernière. Mais qu'est-ce qu'il vaut ce qualificatif de Sud-Sud? Pourquoi? Justement, le Sud-Sud vient historiquement après l'instauration d'une coopération Nord-Sud. Comme vous le savez, la Charte des Nations Unies, en son article 1er, alinéa 3, qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations Unies, a instauré l'obligation, ou du moins a l'obligation d'encourager la coopération entre les États membres des Nations Unies. Ça, c'est le cadre général. Et la partie 10 de cette Charte des Nations Unies essaie d'organiser les modalités par lesquelles
ces relations, cette coopération sera effectuée. Sauf que pendant de la période de 1945 jusqu'aux indépendances, les puissances coloniales qui assuraient la tutelle sur certains pays du continent se sont en quelque sorte érigées en monopole dans la gestion des ressources, de sorte qu'ils décidaient, après les indépendances, de quel État pouvait entrer en relation avec ces États du Sud. Ce monopole a donc perduré. Cependant, il n'a pas pu constituer une réponse effective aux besoins de développement des États du Sud. D'où la nécessité, à partir des années 70, les États africains vont commencer à contester cette hégémonie du Nord sur le Sud et donc se regrouper autour d'une organisation qu'on avait appelée à l'époque le G77, même si aujourd'hui elle ne semble pas assez présente, mais elle est toujours là. Ils vont donc s'associer parce que, estimant que la relation de transcendance qui existait entre le Nord constitué d'États coloniaux et le Sud, ancienne colonie, n'était pas assez intéressante pour que les États africains puissent se développer. Il a donc fallu qu'ils comptent sur la force du nombre afin de peser sur la balance et proposer de nouvelles réformes sur cette relation. C'est dans cette mouvance qu'un certain nombre de réformes vont être engagées. Si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, on était à l'époque, il y avait un système qui permettait la compensation en ce qui concernait les exportations des produits des États africains vers ces pays européens. Et ce système de compensation était activé chaque fois que les États, ou du moins chaque fois qu'il était avéré que les exportations n'étaient pas payées à juste valeur. Et les États occidentaux venaient donc sous couvert de ce mécanisme. Ils estimaient qu'ils apportaient de l'aide aux pays africains et c'est dans ce contexte que les pays africains ont commencé à s'endetter. Donc, sous le prétexte de l'aide, nous nous sommes endettés parce que ce n'est pas nous qui fixons les prix. Vous coupez du bois, vous faites du pétrole, vous envoyez, on vous fixe un prix. Et si celui qui reçoit ces produits estime que lui, il n'a pas à vous donner ce que vous voulez, il vous donne ce qu'il veut. Et les pertes effectuées, les pertes que nous avons, que la plupart des pays africains ont enregistrées à ces périodes, les ont amenés à décider de prendre leur destin en main en se regroupant afin de peser sur les négociations. Ils ont donc créé le premier groupe des 77. Et avec l'évolution, on s'est néanmoins rendu compte que les pays du Sud, aujourd'hui même structurés autour de la Chine et du Brésil, auront encore beaucoup de difficultés à peser franchement sur... Revenons toujours encore sur la constitution de ces pays du Sud-là. Pourquoi la Chine, le Brésil en font partie? Il faut dire qu'à l'époque, la Chine était un pays sous-développé, c'était un pays du Sud. Il était aussi suffisamment pauvre que la plupart... je dirais il était sous-développé que la plupart des pays, même si ce n'était pas au même niveau que les pays africains. Mais il y a un certain nombre de canons, un certain nombre de critères qui permettent qu'on décide qu'un État appartient à la catégorie des États développés ou à la catégorie des États en voie de développement. À l'époque, la Chine ne semblait pas satisfaire à ces critères, raison pour laquelle elle a été, ainsi que le Brésil, ils ont été associés à la catégorie des pays sous-développés. Cependant, avec l'évolution, nous avons vu comment ces pays sont passés de pays pauvres, ou du moins de pays sous-développés, à pays émergents, au point même où la catégorie de pays émergents ne semble plus coller à certains comme la Chine. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est quand même une véritable puissance dans les différents domaines qu'on peut imaginer, que ce soit l'agriculture, que ce soit la technologie, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, cette catégorisation, il me semble, est surannée. Peut-être qu'il faudrait revoir comment qualifier le statut de la Chine dans
son appartenance à ces différentes catégories. Alors, Hyacinthe Mbambo, président fondateur de l'université multimodale d'Ambam, vous étiez en train de revenir sur les offres de cette université, mais j'aimerais déjà vous demander quelles sont les offres à votre lecture de cette coopération Sud-Sud aujourd'hui. Merci Carlette. Permettez-moi d'abord de revenir sur une question fondamentale que vous avez posée tout à l'heure au docteur Nguida, à savoir qu'est-ce qui fait le Sud, qu'est-ce qui fait le Nord. Alors pour les milliers de téléspectateurs qui nous suivent, je voudrais compléter en disant tout simplement et de façon terre à terre que ce qui fait le Nord, c'est le niveau d'industrialisation. C'est-à-dire les pays qui sont assez avancés dans le domaine de la connaissance de l'éducation, avec des progrès technologiques notables dans des pays généralement industrialisés, sont appelés pays du Nord. Maintenant, le Sud, ce sont les pays en voie de développement, c'est-à-dire on les désignait à une certaine époque pays pauvres, pays endettés, mais le terme approprié, le plus respectueux, c'est pays en voie de développement. Et je voudrais également faire observer que le phénomène de la coopération fait partie des évolutions théoriques des relations internationales. Vous savez que pour ceux qui ont fait relations internationales, les politologues qui sont avec nous ne me diront pas le contraire. Nous avions considéré la théorie réaliste des relations internationales qui avait un certain nombre de considérations, considérer l'État comme acteur principal, sinon l'unique acteur des relations internationales, considérer que le rapport de force déterminait les rapports entre États. Bon, il y a eu des évolutions, et ce sont ces évolutions qui sont même à la base de la création des organisations, comme les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, pour essayer de tempérer, venir dire que non, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas seulement l'épreuve de force, le coup de force qui détermine les relations entre États. Et nous avons eu des évolutions, nous avons eu la théorie libérale des relations internationales qui a admis, en plus de l'État, d'autres acteurs sur la scène internationale. Et nous avons donc les groupes, les organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, nous avons des individus, nous avons des réseaux, nous avons le secteur privé. Vous avez donc une multitude d'acteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent nouer des relations à travers, au-delà des frontières. Alors, le phénomène donc de coopération vise à tempérer, comme je le disais tout à l'heure. Et revenons un peu en Afrique. Vous observez que ce qui est le plus visible, c'est ce que nous appelons l'intégration. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme un ancien maire de la commune d'Ambam, parce que j'ai été au cœur de ces questions pendant plusieurs années, lorsque j'étais à la tête de la commune d'Ambam, qui est au cœur de l'Afrique centrale, au cœur de la promotion de l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens. Donc en Afrique, il y a des regroupements. Vous avez cité un certain nombre de regroupements tout à l'heure, mais je voudrais parler de nous. En Afrique centrale, au sens restreint, nous avons la CEMAC, qui est constituée de 6 pays. Maintenant, dans le sens large, nous avons la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est constituée de 11 pays. Alors, tout cela, ce sont les manifestations de la coopération, les regroupements régionaux, sous forme d'intégration régionale. Il faut expliquer aux téléspectateurs que l'intégration régionale, c'est, je voudrais dire, un regroupement des États sur la base d'une convention visant 2 choses. Première des choses, réduire les entraves aux échanges, notamment la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi éliminer, supprimer, réduire également les disparités entre leurs économies. Vous voyez donc qu'à la base, il y a un souci de rapprochement. Et je voudrais donc dire qu'à la base de la coopération, il y a une intention de solidarité internationale. C'est pour cela que de nos jours, la coopération internationale est beaucoup plus liée à la notion d'aide au développement promue par les Nations Unies. C'est pour cela que les Nations Unies, depuis 1974, ont institué une unité spéciale de coopération Sud-Sud et qui s'est déclinée jusqu'à nos jours à l'institutionnalisation de toute une journée qui se célèbre donc le 12
12 septembre de chaque année, dans la journée internationale de la coopération Sud-Sud. Alors, je voudrais donc dire qu'à la base, puisqu'on a admis l'émergence d'autres acteurs en dehors de l'État qui peuvent nouer des relations, à l'échelle internationale, permettez-moi de parler d'un type d'acteur. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme maire, les collectivités territoriales décentralisées font dans la coopération Sud-Sud à travers le phénomène de la coopération décentralisée, la diplomatie des villes, la coopération transfrontalière, avec tout ce que cela comporte. Mais également, il y a des initiatives qui sont soutenues par les bailleurs de fonds. Nous pouvons citer l'OCDE, nous pouvons citer l'Union européenne, nous pouvons citer les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui entrent donc en scène. Et aujourd'hui, il y a eu des évolutions dans ce mode de coopération Sud-Sud. Et ce qui est le plus observable de nos jours, parce qu'il faut résoudre un problème fondamental dont sont victimes les États du Sud. C'est le phénomène de pauvreté, le problème de pauvreté qu'il faut résoudre. Alors, les pays du Sud ont bien la volonté de coopérer entre eux, mais il y a des limites. Il y a le problème de financement de la coopération qui se pose toujours. Et de nos jours, la coopération Sud-Sud prend beaucoup plus la forme triangulaire. C'est-à-dire nous avons deux pays du Sud qui nouent des coopérations et partent à la recherche d'un bailleur de fonds qui généralement vient d'un pays industrialisé pour venir donc financer les projets de coopération amenés par les États. Alors, permettez-moi donc de venir chuter au niveau de votre question concernant une initiative de la société, une initiative non étatique, je préfère, un acteur non étatique au niveau d'Afrique centrale. C'est le projet UMA, l'Université multinationale d'Ambam, que nous avons mis en place, qui est un exemple de coopération Sud-Sud entre les pays d'Afrique centrale. Alors, nous avons de part et d'autre des instituts supérieurs, instituts privés d'enseignement supérieur. Nous avons des instituts relevant de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, qui se sont mis en réseau. Et c'est ce réseau qui est le réseau UMA, l'Université multinationale d'Ambam. Nous avons du côté du Gabon, l'ESMAP, l'École supérieure de médecine appliquée et de pharmacie. Nous avons du côté de la Guinée équatoriale, l'ESCOMA, École supérieure de commerce et de management. Et du côté du Cameroun, à Ambam, nous avons l'IPAD, l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation. Et à Yaoundé, nous avons le CIFADEC, le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance. Au moment où je vous parle, le CIFADEC a engagé un projet très ambitieux, le projet AFOPRAC, voilà, qui est en train d'être implémenté. Donc, c'est des initiatives, ce sont des modèles comme ça que nous voulons mettre en place au niveau de l'Afrique centrale qui permettent et qui traduisent justement cette coopération dans le secteur de l'éducation. Alors, je crois que notre quatrième invité en ligne, Jean-Daniel Obama, journaliste et promoteur du journal et site internet AfriGreen Echo, s'impatiente. Bonsoir, cher monsieur. Merci de participer à cette édition de Twilight en ligne. Eh bien, dites-nous d'entrée de jeu, quelle lecture est-ce que vous faites de la coopération entre les pays africains en particulier? Bonsoir à vous et bonsoir à tout le panel qui vous accompagne. À la question de savoir quelle est la lecture que je fais de la coopération entre les pays africains, je dirais de façon péremptoire que cette coopération n'est pas suffisante. Elle est même presque invisible. Parce que lorsque vous prenez entre 2018 et 2022, les échanges, je vais rester dans le volet des échanges commerciaux. Lorsque vous prenez entre 2018 et 2022, les échanges entre les pays de la CEEAC étaient en dessous de 2% des exportations dans cette sous-région. Lorsque vous regardez à la télévision les images de la route Mora d'Abanga-Kousseri, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez
des camions pleins de véhicules, les 4 roues en l'air. C'est pas des images qui encouragent la coopération. Bon, maintenant, il y a l'INF qui indique en 2023, je crois, 2023, les échanges commerciaux, du moins les marchandises que le Cameroun a envoyées, a exportées vers le Nigeria, 60 tonnes de marchandises, ont produit au Cameroun une enveloppe de 40 milliards de francs CFA. Pour moi, je pense que les 40 milliards de francs CFA, c'est trop peu. C'est trop peu pour un Nigeria voisin qui compte plus de 230 millions d'habitants, donc 230 millions de consommateurs potentiels pour le Cameroun. Bon, maintenant, si on ne développe pas les infrastructures, ce ne serait pas possible que cette coopération puisse apporter les effets escomptés. Donc, je pense que cette coopération-là, elle est, pour moi, elle n'est pas suffisante. Elle n'est vraiment pas du tout suffisante. Obama pour cette toute première intervention en direct sur le plateau de Twilight. Et Pienka, je vous invite à réagir sur ces propos. Une coopération bel et bien entre pays africains, pas coopération sud uniquement avec le grand ensemble que vous venez de définir, mais coopération entre pays africains insuffisante à votre avis? Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il peut y avoir une confusion dans les esprits entre les logiques d'intégration et les logiques de coopération sud-sud. Parce que la plupart de ce qui est relevé relève, permettez-moi de la tautologie, de l'intégration, qui est la principale épine qui manque à l'Afrique depuis les indépendances et bien avant. Donc on se rend compte que ces failles-là, ce déséquilibre naturel de l'Afrique en son sein, est en quelque sorte exporté et c'est ce que les gens regardent plus. Or, ici, il est question d'autre chose, c'est-à-dire de voir comment des pays du Sud, prenons le cas par exemple, un pays comme le Maroc, qui n'a rien à voir avec nos logiques d'intégration en Afrique centrale, nous, une coopération sud-sud avec des pays comme le Cameroun sur des domaines précis. Et là, il y a des éléments, des indices qui peuvent être salués. Vous allez voir par exemple le volet coopération financière, les banques marocaines qui influencent la diplomatie du roi du Maroc qui est forte. Et là-dessus, on est là pour résoudre des problèmes spécifiques parce que je vous ai dit d'entrée de jeu que ces problèmes rentrent dans une logique de l'agenda onusien. Et vous allez voir que toutes les coopérations qui sont faites, Monsieur le maire parlait tout à l'heure des questions d'éducation. Oui, l'éducation, c'est naturel que tous les pays d'Afrique centrale, de par la situation de leurs ressources humaines, ont besoin de ceci, ils ont besoin de routes d'intégration. Mais maintenant, il faut véritablement passer cette étape. Mais il est difficile de passer cette étape parce que nous sommes faibles naturellement au niveau de l'intégration. Donc, cette fragilité de l'intégration, l'absence d'indicateurs et d'infrastructures d'intégration peut être solutionnée par une bonne coopération avec d'autres personnes. Et là-dessus, vous allez voir qu'un pays comme le Cameroun s'inscrit généralement dans une coopération programmatique. C'est-à-dire, le Cameroun s'est dit, à telle échéance, il n'y a pas quelques mois, le Cameroun a décidé d'aller entrer chez les BRICS. Ce sont des logiques camerounaises. Il faut interroger les autres logiques pour mieux comprendre les enjeux. Lorsqu'on fait une coopération, tout à l'heure, on a parlé de la Chine. La Chine, jusqu'à aujourd'hui, selon les indicateurs mondiaux, même si on reconnaît que la Chine est l'usine du monde, on arrive à classer la Chine dans les pays pauvres. Parce que certains indicateurs font des transpositions entre richesse nationale et richesse individuelle. Et on trouve naturellement qu'il y a des indices qui ne sont pas conformes à ceux de l'Allemagne, des États-Unis. Et c'est tout ça. C'est pour apporter un peu un bémol à la logique d'industrialisation. Parce que la Chine, actuellement, en termes d'industrialisation, est l'usine du monde.
mais elles n'arrivent pas à intégrer, à passer le saut. C'est pourquoi il y a un article fait par la diplomatie chinoise en 2023, en août 2023, qui est disponible sur son site internet, notamment celui qui est de l'ambassade de la République populaire de Chine en France, où ils défendent la cause du Sud global. Ils veulent faire une sorte de revanche face au Nord-Sud et pourtant, nous, ce que nous constatons aussi, et peut-être nous le dirons à l'avenir de manière très sévère, c'est qu'on a l'impression que les mêmes logiques de déséquilibre Nord-Sud se retrouvent au sein cette logique-là. De la logique Sud-Sud, par le fait que des pays comme le Brésil, des pays comme l'Inde, les pays comme l'Afrique du Sud, la Chine, etc., se retrouvent dans une position hégémonique. Or, à la base de 1974-1978, il n'est pas question de construire des hégémons également. On est dans une logique, plus ou moins, si on disait, M. Le Maire a parlé tout à l'heure de logique réaliste, si on était dans une logique, on serait dans une logique véritablement gagnant-gagnant, où tout est équilibré, mais est-ce que l'Afrique, dans ses dispositions, est-ce que les pays africains, est-ce que le Cameroun, dans ses dispositions, a la possibilité d'aller faire le poids avec les autres? C'est peut-être également là qu'il faut scruter des questions. Et là, il y a tout l'enjeu, l'analyse du docteur tout à l'heure sur les questions internationales sont importantes parce que tout commence d'ailleurs par la législation. La législation impose certaines restrictions. Lorsque vous coopérez avec la Chine, vous avez l'obligation de vous mettre au pas de la politique de la Chine. Par exemple, ne jamais interférer avec les affaires de Taïwan, parce que si vous êtes ami de Taïwan, naturellement, vous perdez tous les avantages, espèces sonnantes et trébuchantes qui viennent de la Chine. On va y revenir avec vous tout à l'heure, docteur Thomas Dakin Mbida. Mais avant, j'aimerais que vous nous donniez une appréciation de ce que vous avez comme lecture de la coopération sud-sud africaine précisément. En fait, c'est une coopération qu'on pourrait qualifier d'embryonnaire, même si elle date. Mais elle est embryonnaire au niveau de ses moyens. Elle peine véritablement à se constituer. Si nous prenons le cas de notre pays, le confrère a tout à l'heure fait cas du Maroc, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a même Cuba. Ce sont des États avec lesquels nous entretenons des relations de coopération dans des domaines de la santé, dans des domaines de l'agriculture, dans des domaines des finances. Mais c'est également des États avec lesquels c'est une coopération qui n'est pas suffisamment poussée parce que premièrement, elle est limitée à un domaine spécifique. Deuxième chose, c'est qu'elle est tiraillée par les pesanteurs de la coopération nord-sud, parce qu'il faut le dire, historiquement, nous sommes toujours dans les mailles des anciens des coloniaux, des États coloniaux, des États du Nord, qui historiquement nous tiennent. Financièrement, ce sont des États qui sont bien structurés, ce qui fait que du point de vue, par exemple, des financements internationaux, ils donnent plus, ou du moins ils ont un potentiel plus élevé pour aider les pays du Sud par rapport aux autres États qui ne sont pas suffisamment structurés. Si nous prenons les institutions de Bretton Woods, vous verrez que les États-Unis, l'Union européenne et le Japon sont les premiers bailleurs de fonds de ce côté. Et ils ont donc une capacité à impacter financièrement nos pays par rapport aux autres pays que nous citions tantôt. Si nous prenons également du point de vue de la diaspora, vous vous rendrez compte de ce que les Africains ou les Camerounais se retrouvent beaucoup plus dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger si aujourd'hui on va apprécier la coopération entre le Sud et le Sud. Il y a plus de Camerounais peut-être en France,
qu'au Tchad voisin, qu'au Gabon voisin, ce qui, de manière fondamentale, ne peut qu'avoir une incidence négative sur le terrain de la coopération. Bon, du moins dans l'ensemble, il y a un sérieux défaut de structuration de la coopération sud-sud. Quelque part aussi parce que les aspects de développement qui fondent même la logique de coopération ne sont pas suffisamment présentes dans les pays du Sud. On ne peut pas coopérer avec des États qui ne peuvent pas nous donner quelque chose que nous avons déjà. Nous pouvons coopérer parce que nous sommes voisins, parce que nous avons des problèmes communs comme les problèmes militaires et autres. Mais en matière de développement, nous avons besoin de technologie, nous avons besoin de financement, nous avons besoin d'expertise. Et forcément, c'est du côté du Nord qu'on peut trouver ces détails le plus facilement. Hyacinthe Bambo, Oui. quelle appréciation est-ce que vous avez de cette coopération sud-sud entre pays africains notamment? Alors, je voudrais revenir sur le plan global de toute l'Afrique pour faire observer que au niveau de l'intégration africaine, nous ne sommes qu'à la première étape. Parce que c'est maintenant qu'on parle de zone de libre-échange. Donc c'est maintenant qu'on l'a reçu. Voilà, c'est maintenant qu'on est en train de parler de zone de libre-échange. Je voudrais très rapidement donner les différentes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la zone d'échange préférentiel. Après la zone d'échange préférentiel, nous avons la zone de libre-échange. Après la zone de libre-échange, nous avons l'union douanière. Après l'union douanière, nous avons le marché commun. Et après le marché commun, nous avons l'union économique et le niveau supra, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le couronnement du processus, c'est ce qu'on appelle l'union politique ou union supranationale ou intégration complète. Et au niveau de l'Europe, c'est l'Union européenne qui a déjà atteint ce niveau. Au niveau de l'Afrique, vous voyez, nous avons des limites. Il n'y a pas... Vous savez, il manque encore une monnaie unique à l'Afrique. Et cela pose problème. Parce que l'Afrique doit pouvoir arriver à utiliser une monnaie unique, comme cela est le cas pour l'Union européenne actuellement. Maintenant, nous avons des réticences. J'aime toujours à le dire, on ne peut pas faire de coopération en restant chez soi. On fait la coopération en allant à la rencontre de l'autre. Et ce qui est à la base de tout cela, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque je prends la sous-région Afrique centrale, tant que le Camerounais éprouvera toujours des difficultés à aller au Gabon et vice-versa, ça posera des problèmes. Tant que l'Équato-Guinéen éprouvera des difficultés à venir au Cameroun, ça posera des problèmes. Alors pour marquer l'évolution, je pense que au niveau de l'Afrique, nous devons penser à faire tomber les frontières, les barrières, pour laisser véritablement la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'il faut le dire, la coopération au niveau régional a un effet d'entraînement. Parce que nous sommes dans le phénomène global de la mondialisation. Et le docteur Nka le disait tout à l'heure, pour pouvoir aller affronter la mondialisation, il faut d'abord s'entraîner au niveau régional, c'est-à-dire entre voisins. Lorsqu'on ne parvient pas à s'entraîner entre voisins, il sera difficile d'aller affronter les défis de la mondialisation. Donc l'Afrique, en général, y compris ses regroupements régionaux, ont encore beaucoup à faire pour véritablement marquer des points sur le plan de la coopération sud-sud. Je vous propose... Mais je reviendrai au cours de cette émission sur des exemples concrets parce que le Cameroun est en train de faire des efforts. Je voudrais parler de ma zone, la zone des 3 frontières. En attendant, je crois que Jean-Daniel Obama s'impatiente de nouveau en ligne. Jean-Daniel, tout en rappelant que vous êtes journaliste et promoteur du journal et site internet Afrique, Green Echo, eh bien, dites-nous, est-ce qu'il y a tout de même des exemples? C'est vrai que monsieur le maire Hyacinthe Bambo, président fondateur de l'université multimodale d'Ambam, souhaitait justement aborder cette question-là. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des exemples de coopération à souligner? Qu'il y a des exemples concrets, je dirais oui, puisque il me souvient que
le 24 juillet 2024, je peux me tromper, le ministre en charge du commerce, Luc Magloire Bargatangana, avait présidé la cérémonie de la première exportation des conteneurs. Je pense que c'était 100 000 tonnes de lingots d'aluminium vers la SLECAF. Je pense que c'est pas tout. Il y a eu d'autres échanges dans ce sens. Il y a des choses qui se font. Il y a, par exemple, il faut également saluer la contribution de la BAD, parce que la BAD est vraiment entrée de plein pied dans la construction des infrastructures. Comme je l'ai dit plus haut, s'il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas d'échanges commerciaux entre les pays africains. Donc, nous avons encore... il y a véritablement, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, il y a également le problème d'insécurité. Il y a les problèmes d'insécurité, il y a... Oui, vous poursuivez notamment sur ces freins-là, les freins à la coopération sud-sud entre pays de l'Afrique. Jean-Daniel? Il y a plusieurs freins. Il y a par exemple, comme je l'ai dit plus haut, il y a un problème d'infrastructure. Sans infrastructure adéquate, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire sans infrastructure et il faut également saluer la contribution de la BAD. La BAD a mis une enveloppe conséquente pour que des infrastructures soient développées entre les pays africains, notamment le Cameroun et le Nigeria, et beaucoup d'autres pays sont concernés. En dehors de ce problème d'infrastructure, il y a également, on va citer les problèmes d'insécurité. Regardez ce qui s'est passé avec et c'est pas fini, la secte Boko Haram sur la frontière Cameroun-Nigeria. C'est pas des choses qui encouragent la coopération. Vous verrez dans d'autres États, pour ne pas citer l'Union européenne, l'accent est mis sur la sécurité, puisque s'il n'y a pas de sécurité, comment voulez-vous que les marchandises transitent d'un pays à un autre? Donc, c'est très compliqué. Nous avons également un problème technologique. Est-ce que nos technologies sont assez costaudes pour pouvoir vendre en ligne? Parce qu'il y a la vente sur le terrain, il y a la vente en ligne. Est-ce que notre connexion est suffisante? Est-ce que tout ça fait partie des choses qu'il faut revoir avec les politiques publiques pour mieux les orienter? Les gouvernements devraient mieux orienter leurs politiques publiques vers ces problèmes qui me semblent cruciaux, les infrastructures et la sécurité notamment. Merci Jean-Daniel Obama. On retourne avec vous, Hyacinthe Mbambo, sur ce plateau en présentiel. Vous souhaitez parler de ces exemples-là? Oui, des exemples assez concrets. Vous savez, nous sommes en Afrique centrale. J'ai parlé tout à l'heure de l'Afrique centrale, qui essaye quand même de marquer des points. Je voudrais parler de ma zone où j'ai été maire, la zone des 3 frontières Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, qui est au cœur du processus d'intégration régionale en Afrique centrale, pour signaler que l'État du Cameroun a marqué des points parce que le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, qui est une structure visant justement à étoffer, à accompagner, à dynamiser cette coopération sud-sud, beaucoup plus dans son volet coopération transfrontalière. Alors, dans le volet coopération transfrontalière, je voudrais prendre le secteur de la culture. Nous avons mis en place un projet transfrontalier dans le domaine de la culture, projet de coopération transfrontalière dans le domaine de la culture, qui est le Festival Mvotoyan. Le Festival Mvotoyan regroupe, je voudrais dire, le peuple Ekan du
Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Bon, ça c'est au niveau de la base. Mais il faut dire qu'il y a un projet qui est porté conjointement par le Gabon et le Cameroun, visant le classement du vote au niveau de l'UNESCO dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Ce n'est pas rien. Vous savez, récemment, là, le Cameroun a marqué des points, toujours au niveau des Nations Unies de l'UNESCO. Le Ngon, qui est célébré dans le royaume Bamoun, entre guillemets, dans la région de l'Ouest, a réussi à se faire classer. Et je voudrais dire que dans ce processus-là, le sultan roi, il s'est déplacé lui-même pour aller défendre aux côtés des acteurs étatiques ce projet. Et finalement, ils ont réussi à classer. Donc, le Cameroun a un autre projet dans le domaine de la culture visant à classer le Mvet comme patrimoine immatériel de l'humanité. D'accord. Voilà un exemple de coopération sud-sud dans le domaine de la culture. On va marquer une pause, mais avant, Dr Nka, vous souhaitiez réagir tout à l'heure au propos de Jean-Daniel Obama. Oui, je reviens pour situer et une nouvelle fois les questions d'intégration, même celles que le maire évoque tout à l'heure, là, ça rentre dans l'intégration. Vous voyez que c'est le même peuple qui, les us et coutumes, se mettent ensemble. La coopération telle qu'elle est pensée originelle sud-sud, c'est la résolution des problèmes qui se trouvent dans tel pays et la transposition, plus ou moins, des solutions dans un autre pays ayant les mêmes problèmes, les problèmes similaires. Si on veut schématiser, si le Mali a pu, après... Je vous propose, Pienka, de continuer dans quelques instants. Véritablement, il s'agissait d'une alternative au départ, parce que dépouiller des autres contraintes liées aux questions d'intégration entre, par exemple, les pays africains. C'est pourquoi on prenait des exemples précis dans des secteurs tels que la santé, dans des secteurs tels que la production du riz, pour lutter contre la pauvreté, qui rentre dans les objectifs du développement durable. Le Cameroun peut coopérer avec le Mali, qui a réussi à avoir un système en 2008 ou après 2008 sur des questions liées aux émeutes de la faim pour satisfaire, pour arriver à l'autosuffisance dans la production du riz. Ces pratiques-là peuvent être transposées au Cameroun sans que le Cameroun et le Mali soient véritablement dans une zone d'intégration, mais qu'ils mettent ensemble des canevas de partage d'expérience. Et là, peut-être pour sortir sur cette prise de parole, c'est que la crise qu'on semble observer dans la coopération sud-sud tient compte du fait qu'il est difficile en Afrique de voir un pays qui a une organisation annuelle avec les autres pays africains. C'est-à-dire, on parlait de la Chine et l'Afrique, du G et tout. Il est difficile de voir en dehors du cadre de l'Union africaine, où là-bas c'est un autre type de coopération, il est difficile de voir le Cameroun recevoir l'Afrique de manière stratégique, inscrite dans un agenda avec des objectifs précis, afin de tirer avantage de chacune des belles expériences de l'Afrique. Parce que l'objectif de la coopération décentralisée, c'était: vous n'allez plus accuser la détérioration des termes de l'échange, vous n'allez plus accuser l'hégémonie, vous êtes désormais sous le même dénominateur commun de pays en développement, mettez-vous ensemble et partagez vos expériences d'égal à égal. C'était ça le principe phare. Mais aujourd'hui, comme on le disait, on a abandonné tout ça pour des logiques encore de financement aux donateurs qui sont principalement, et dont le plus en vue aujourd'hui est la Chine, qui se présente comme le défenseur et le financeur fatal de cette stratégie ou bien de cet acte de coopération qui venait, dans son principe, éliminer un peu les dérives de la coopération nord-sud. Docteur Thomas Dakin Mbida, PhD droit public, chargé de cours à l'université de Yaoundé 2 notamment. Alors, quelles sont les limites de la coopération sud-sud? Alors, avant peut-être de revenir, de parler des limites, je souhaiterais une fois de plus préciser qu'il y a une distinction entre la coopération et l'intégration.
La coopération est un type de relation qui naît de la volonté des États d'échapper aux contraintes des relations nord-sud et qui s'articule autour d'un certain nombre de principes, notamment le principe d'égalité et le principe de réciprocité entre les États du Sud dont l'objectif commun est le développement. Également, comme autre principe, le partage d'expériences et la solidarité. Ce qui est fondamentalement différent de l'intégration, qui est en réalité un mode d'association internationale qui a pour but de mettre les États ensemble et notamment ces derniers mettent ensemble leurs compétences, ils transfèrent leurs compétences à des organisations qui vont agir en leur nom, ce qui est différent de la coopération. Et donc, si on parle donc de coopération, on dira simplement qu'en termes de limites, quel que soit le nom que cette coopération prendra, qu'elle soit nord-nord, qu'elle soit sud-sud, la coopération ne peut être bénéfique aux États du Sud que s'ils sont préalablement préparés au plan, des ressources humaines et deuxièmement au plan des projets. Parce que nous avons tendance en Afrique à entrer en coopération, à penser que la coopération, une fois qu'elle sera déclenchée, elle va changer la donne sur le plan du développement. Or, il est important, premièrement, que nous disposions d'une ressource humaine capable de s'accaparer des bienfaits de cette coopération et de les fructifier sur le terrain. Si je vous prends un exemple, nous sommes en coopération avec la Chine actuellement. La Chine offre tellement d'avantages sur le plan de l'agriculture, mais parce que nous ne disposons pas d'une ressource humaine suffisamment qualifiée, ces bénéfices potentiels passent à côté. Et nous ne pouvons être que spectateurs du succès de la Chine lorsque ces entrepreneurs se déploient sur notre pays. Pour un exemple simple, actuellement, la Chine offre la possibilité à un pays comme le Cameroun, à travers sa technologie, de disposer d'une flotte d'engins qui peuvent permettre de booster l'agriculture au Cameroun. Et avec la mesure prise par le chef de l'État, de dispenser tout appareil de type agricole, de tout paiement, du paiement des taxes au niveau des douanes, normalement, cette mesure devrait permettre que nous ayons dans notre pays une flotte impressionnante d'engins qui nous permettrait de booster notre production agricole. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Également, la coopération intervient souvent en Afrique et surtout dans nos pays, dans des contextes où nous ne sommes pas suffisamment préparés. Nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas de vision suffisamment éclairée qui permettrait que cette coopération, lorsqu'elle arrivera, qu'elle soit comme une sorte de booster qui nous permettra d'arriver au niveau du développement. C'est vrai qu'au Cameroun, avec le projet d'émergence mis en place, nous avons bénéficié de la coopération avec la Chine qui a mis à notre disposition son expertise pour créer que ce soit des infrastructures telles que le barrage de Menveleu et bien d'autres édifices. Mais si nous avions par exemple eu à penser un projet agricole capable de fédérer les énergies de l'État, capable de fédérer tous les autres domaines, puisque nous avons suffisamment de terres, nous avons près de 7 millions de terres arables. Et la part de l'agriculture aujourd'hui dans notre budget, c'est moins de 16%. Or, si nous avons un projet qui vise par exemple à exploiter 1,5 million ou à 2 millions d'hectares de nos terres, vous verrez que la coopération avec la Chine nous sera tellement bénéfique qu'on n'aura même plus besoin d'être en partenariat avec tout le monde. Là, vous parlez notamment de la coopération avec ces pays du Sud-là qui sont tout de même plus industrialisés que d'autres. Mais revenons à cette coopération entre pays africains. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des acquis parlant de cette coopération dans ce sens-là aujourd'hui ? En termes d'acquis, j'avoue, j'ai pas franchement fouillé, mais je dis quand même qu'il existe des pans, des secteurs dans lesquels aujourd'hui il existe des liens de coopération entre le Cameroun et ces pays. Nous avons le Kenya, nous avons l'Éthiopie, nous avons l'Égypte, nous avons l'Algérie, nous avons le Maroc. Autant de pays avec lesquels nous entretenons un certain nombre de liens dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture, la technologie. Mais le principal frein, c'est, comme je le disais tantôt, on ne coopère
la coopération ne peut être efficace que lorsque on se met dans une relation de coopération avec un État qui peut nous donner un peu plus. Or, du point de vue technologique, du point de vue de la santé et bien d'autres domaines de l'agriculture, la plupart des pays africains sont dans la même situation et peut-être une situation un peu pire que la nôtre. Du coup, il serait un peu difficile, à moins de décider de coopérer dans le domaine militaire, le domaine de la justice. Ce sont des secteurs comme ceux-là qui sont un peu en vue en matière de coopération. Je vous propose de mettre de nouveau le cap en ligne avec Jean-Daniel Obama. J'espère que vous nous recevez toujours. Eh bien, dites-nous, Jean-Daniel, peut-on envisager une meilleure coopération sud-sud à l'avenir? Peut-on envisager une meilleure coopération entre les pays africains? Je répondrai également oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tout dépend des États, tout dépend des intérêts de chaque État. Je pense qu'il faudrait déjà d'abord savoir pourquoi on va vers les autres, qu'est-ce qu'on va vendre aux autres. Parce que si on ne maîtrise pas ce qu'on vend, c'est compliqué. Donc chaque pays devrait revoir, je vais rester dans le cas du Cameroun, chaque pays devrait revoir sa politique vis-à-vis de ses voisins. Donc il y a tellement de choses à faire, je pense que je vais m'arrêter sur ces quelques points. Merci. Jean-Daniel Obama, Hyacinthe Mbambo. Oui, merci une fois de plus pour la parole donnée. Je voudrais, pour la gouverne des téléspectateurs, essayer de tracer un peu un parallèle dans les domaines qui occasionnent ce que nous appelons en sciences politiques la perte de souveraineté des États. Vous savez, il y a deux domaines par lesquels l'État perd sa souveraineté. La perte de la souveraineté par la base, à travers le phénomène de la décentralisation. La perte de souveraineté par le haut, à travers le phénomène de la coopération. Pour dire aux téléspectateurs que les difficultés sont un peu similaires parce que lorsqu'on parle de perte de souveraineté, vous voyez un peu que dans le phénomène de la décentralisation, l'État se voit retirer un certain nombre de compétences au profit des collectivités territoriales décentralisées. C'est la même chose avec la coopération. L'État transfère un certain nombre de compétences. J'ai bien aimé l'intervention du distinguo du docteur Mbida de tout à l'heure. Oui, il est juriste, il a fait une distinction par rapport à la nature de la convention. Alors, lorsqu'on fait un parallèle avec les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire plus globalement les entités infra-étatiques, au niveau des collectivités, des communes, ce qui correspond à la coopération, c'est ce que nous appelons coopération décentralisée. Et c'est une convention entre une collectivité camerounaise et étrangère ou deux collectivités camerounaises géographiquement éloignées qui mettent en place une convention ponctuelle pour résoudre un problème ponctuel. Et à ce sujet, ce qui correspond à l'intégration au niveau des collectivités territoriales décentralisées, ce que nous appelons l'intercommunalité, c'est-à-dire le syndicat de communes, qui n'a rien à voir avec des syndicats professionnels de défense des intérêts, mais c'est la mise en place par les communes, les régions, d'une structure pérenne. Et chaque commune transfère des compétences à cette structure-là qui va résoudre des problèmes pour le compte des communes qui se sont regroupées. Parlons des communes justement, sans vous enlever la parole. Vous pensez que les communes profitent assez de cette coopération sud-sud? Alors, j'ai eu à donner une conférence au Palais de Congrès de Paris qui s'intitulait « La coopération décentralisée aujourd'hui, espace de manifestation de la solidarité intercommunale ou d'expression de la puissance infra-étatique ». Alors, nous partons d'un constat, très rapidement, c'est que les mêmes réalités que nous observons avec les États se transposent au niveau des communes. À la base, en relations internationales, on dit les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Alors, lorsqu'il faut se le mettre dans la tête, lorsqu'on va à une relation de coopération, chaque entité est animée d'un esprit de ruse, de banditisme, voulant tromper. Vous ne pouvez pas le dire, d'intérêt, je le préfère. Voilà, de ruse, oui. Voulant tromper l'autre. Donc, chacun défend ses intérêts. Alors, on se rend compte donc que les mêmes réalités que nous observons au niveau des États sont transposées au niveau des collectivités territoriales décentralisées. C'est ce qui expliquerait que
Oui. La même domination en termes de coopération décentralisée, une commune du sud ou alors d'un pays en développement, avec une commune d'un pays développé, vous voyez que au niveau de l'octroi de l'aide, il y a toujours des conditionnalités qui s'appliquent. Et là, il y a déjà une discipline hégémonique qui est imposée à l'entité qui est le plus développée. Donc, ça fait ce déséquilibre-là cause toujours des freins. Et c'est la même chose au niveau des États. Donc, je voudrais conclure en disant que... Est-ce que vous voulez expliquer, vous voulez souligner le fait que c'est la raison pour laquelle les communes du Cameroun ou bien du Sud préfèrent aller coopérer avec les communes du Nord? Ce que je voudrais dire précisément, c'est qu'il y a un problème de base qui est un peu la réticence de l'acteur principal. La réticence de l'acteur principal, c'est le phénomène de base. Vous voyez au niveau de l'Union européenne, les entités, c'est-à-dire les États, les États acceptent de se dépouiller d'un certain nombre de compétences au profit de la structure mise en place qui est l'Union européenne. Vous voyez, le Parlement européen est plus fort que le Parlement. Ça, c'est l'intégration. En sciences politiques, l'intégration est une forme de coopération. C'est une manifestation de la coopération. On ne va pas sortir de ce débat, le temps nous tient à la gorge. Alors, je vous repose la même question à vous, docteur Pienka. Est-ce que vous pensez que les logiques de coopération en Afrique tiennent, notamment de la part des communes? C'est difficile de clencher ce débat parce que il est plus facile de l'extérieur de prendre position. Mais ce que nous observons, c'est le déficit de choix. C'est pourquoi nous pensons que les États africains, dans le cadre de la coopération sud-sud, ont l'obligation, un État comme le Cameroun a l'obligation de faire une sorte de diplomatie discriminatoire, en ce sens qu'elle doit définir clairement dans son agenda les lieux et les objets de coopération sud-sud et y aller, avoir des indicateurs précis étape par étape et finalement trouver des cadres d'évaluation. Les cadres d'évaluation ici, c'est pourquoi je suis un peu en déphasage. Je rappelle toujours les questions d'intégration parce que les cadres de dialogue de la coopération sud-sud peuvent être du genre un pays du Sud et le Cameroun s'asseyent dans le cadre d'un dialogue intergouvernemental, ils trouvent des solutions. Et c'est ce qui est de plus en plus fait même dans le cadre de la coopération nord-sud, où vous voyez des gens, membres de l'Union européenne, laisser le cadre de l'Union européenne pour venir créer des cadres de concertation intergouvernementale entre eux et pour que chacun puisse définir et évaluer véritablement ce qui est fait avec l'autre. Donc je crois que si on peut aboutir à une sorte de diplomatie censitaire, diplomatie discriminatoire, cela peut être bénéfique pour les pays du Sud. Docteur Thomas Dakin-Bida, alors avec vous sur le plan juridique, la coopération pourrait se nourrir de quels aspects pour la coopération sud-sud, bien sûr, pourrait se nourrir de quels aspects pour véritablement s'intensifier? Comme je le disais tantôt, le droit n'est pas une formule magique. Le droit se nourrit des faits. Ce ne sont que les faits qui sont disponibles, c'est ce que le droit peut encadrer. Donc, il faut d'abord dynamiser au niveau interne. Il faut renforcer l'État, renforcer les capacités des États, les ressources humaines en termes de projets, véritablement repenser les projets afin d'être un peu plus conséquents lorsqu'on entre dans une relation de coopération. Si nous revenons dans le cas de la décentralisation, la coopération décentralisée, on remarque, on note quand même que nos mairies aujourd'hui ne semblent pas suffisamment conscientes du rôle qui est le leur, parce que finalement, en termes d'activité, c'est davantage la perception ces communes perçoivent davantage les impôts, un peu de salubrité, un peu, je ne sais pas, d'autres, alors qu'elles disposent d'un véritable patrimoine foncier sur lequel ils pourront tirer un certain nombre d'avantages en termes de bénéfices s'ils entreprenaient un certain type d'activité, par exemple l'agriculture, l'élevage et autres. Et à partir de ce moment,
entrer dans une relation de coopération avec un pays comme la Chine deviendrait une source d'efficacité pour une telle commune. Je vous prends un exemple terre à terre. On n'en a plus le temps. Alors, oui. La prochaine fois. En 30 secondes, allez-y quand même. Je pense que si aujourd'hui une commune se mettait dans le champ de l'agriculture avec 1500 hectares, cette commune pourrait produire à terme pas moins de 7 à 8 milliards. D'accord, c'est entendu. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers messieurs, d'être venus participer à Twilight. Merci aussi à vous, Jean-Daniel Obama, journaliste et promoteur du site Internet Afrique, Green Echo. Merci à vous, chers messieurs et dames, de nous avoir regardés en direct sur CRTV News. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du vendredi 13 septembre 2024. Nos programmes se poursuivent. Restez scotchés. Wow.